Jean-Paul Lecoq. Bonjour. Jean-Paul Lecoq, vous avez 63 ans, vous avez été maire de Gonfreville-Lorcher de 1995 à 2017, vous avez été député de 2007 à 2012 avant d'être réélu député en 2017, vous faites partie de l'opposition du conseil municipal du Havre depuis 2020 et enfin vous êtes membre du Parti communiste français depuis 1973. Je voudrais commencer cet entretien par vous demander d'où vous vient cet engagement politique. Bah, il y a un film qui raconte ça, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes. Moi j'avais un père communiste qui d'ailleurs était conseiller municipal à Harfleur. Et comme j'étais rebelle à mes 14 ans, j'étais plutôt de l'extrême gauche. Enfin, en tout cas, je traînais dans les milieux d'extrême gauche. Et puis un jour, ils ont voulu me faire payer, alors que j'étais tout jeune, des cotisations pour le quotidien du peuple. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Ils voulaient que ce soit mon père qui paye. Le pauvre était communiste et c'était pas son truc. Et donc, on a eu une discussion avec mon père là-dessus. Et puis j'ai adhéré à la jeunesse communiste, avant d'adhérer au Parti communiste. Et puis là, le combat que j'ai découvert et que j'ai apprécié et qui a forgé en moi toute une identité, c'est la libération de Nelson Mandela. D'abord, c'était la connaissance de qui était Nelson Mandela. Tous les lycéens à l'époque, personne ne connaissait Nelson Mandela. Ça faisait 25 ans qu'il était en prison, mais personne ne le connaissait. Et de travailler à sa libération, de travailler à expliquer à la jeunesse de France. Et le même mouvement se faisait dans le monde, et les artistes et les sportifs, et tout le monde a compris ce qu'était l'apartheid, pourquoi Mandela était en prison, etc. Et le summum, c'était évidemment la libération de Nelson Mandela. Mais il y a eu quelques batailles au consulat d'Afrique du Sud au Havre, un petit peu tendu, à l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris, un peu tendu. Enfin voilà, c'était du militantisme activiste. C'était un peu ça quand même. Hein. Et après, je me suis engagé, voilà, au Parti communiste. Donc c'est un engagement qui vient de longue date. Est-ce que vous souhaitez le poursuivre en vous présentant aux élections législatives de 2022 pour devenir député? Bah, moi, je suis toujours prêt à me battre, hein. Donc j'ai pas de problème pour m'engager, mais c'est pas moi qui décide, et j'aime que ce soit pas moi qui décide. Moi, je suis à disposition de ma force politique, je suis à disposition des gens, et c'est ma force politique, ce sont mes comités de soutien qui diront s'ils pensent que l'heure est venue de faire autre chose, ou s'ils pensent que l'heure est venue d'accentuer le combat et de se présenter et d'aller à l'Assemblée nationale et de mener le combat. Moi, je m'y prépare, parce qu'en plus, il risque d'être soutenu. Vu l'ambiance de cette élection présidentielle et vu les dérives de la pensée en France, etc., je me dis qu'il peut y avoir des combats très difficiles à porter. Et voilà, peut-être que mon expérience et puis ma détermination peut aider à porter ces idées et ces combats, et à contrer les idées qui se développent dans notre pays. Donc vous venez d'en parler, la situation politique française est totalement différente de celle d'il y a 10 ans. Par exemple, l'extrême droite représentée par Éric Zemmour et Marine Le Pen est à environ 27% dans les sondages. La gauche dans son ensemble est quant à elle à environ 25%. Est-ce que cette montée de l'extrême droite vous inquiète, et comment vous l'expliquez? Moi, je suis assez bluffé de ce qui se passe, hein, parce qu'on aurait pu penser qu'un deuxième candidat d'extrême droite, ça prenne des voix à la première, et en fait non, ça draine d'autres qui se dirigent vers ces pensées d'extrême droite, autrement, qui s'incarnent plus, etc. Et donc c'est inquiétant, et je pense que c'est peut-être aussi ce qui manquait à gauche, c'est-à-dire qu'on a fait, peut-être on y viendra, mais le Parti communiste a longtemps pensé qu'il fallait faire l'union au premier tour, et on n'avait pas présenté de candidat à 2 élections présidentielles pour soutenir Jean-Luc Mélenchon, pensant que ça allait additionner les voix. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas comme ça que ça se passe. Et la démonstration de l'extrême droite le prouve. C'est-à-dire que 2 candidats, c'est pas l'un qui pique les voix à l'autre. C'est qu'il y a un autre public qui vient. Et on pense que si la gauche veut avoir un avenir, il faut qu'elle sache, chaque force dans son espace, d'abord faire revenir les abstentionnistes et les gens qui ne sont pas inscrits dans l'espace démocratique, à travers l'élection, et puis ensuite savoir se rassembler. Mais pour se rassembler, il faut incarner, il faut avoir des électeurs pour les rassembler autour d'une idée. Si vous ne les avez pas, vous ne rassemblez personne. Et il y a longtemps que moi j'ai compris que la politique et l'arithmétique, c'était pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y en a un qui a 14% et l'autre qui a 4% qu'au bout ça fait 18. C'est pas vrai. Parce que souvent les 4%, c'est ceux qui n'auraient pas voté pour les 14. Mais après, sur un projet global, on peut peut-être crocher les choses. Donc il faut faire ça. Et donc la gauche a besoin de se reconstruire. Et la notion de reconstruire la gauche, c'est que les différentes entités de gauche retrouvent un électorat, arrivent à convaincre ceux qui ne vont plus voter. Et pourquoi la gauche aujourd'hui autant à la peine? Quand même,
D'abord, il y a une histoire de quelques décennies au niveau de la gauche, et puis, je ne sais pas si le mot est juste, mais il y a quand même la notion de trahison des idéaux, quoi. Peut-être que trahison, c'est trop fort, mais quand vous discutez avec les gens qui avaient cru en Mitterrand, et moi j'étais de ceux là, en 80, j'ai manifesté rue de Paris, jeune que j'étais, heureux que la gauche ait gagné après 23 ans de droite au pouvoir, donc je me suis dit, voilà, les premières années ont été fortes, l'abandon de la peine de mort, enfin il y a des valeurs comme ça, des idées qui ont été fortes, et puis après, et ben la grande finance a repris le pouvoir, entre guillemets, et l'a toujours, elle ne l'a pas abandonné. Et moi, j'avais aimé le discours du Bourget de François Hollande, parce que justement, il reprenait le thème de la grande finance qui gouvernait le pays. Et c'est un fait, ça. C'est pas une idée de Jean-Paul Lecoq ou des communistes ou quoi que ce soit. C'est la grande finance qui gouverne la France. Ce sont les grandes entreprises qui prennent les décisions. Après, c'est transcrit en droit français par le président de la République et le gouvernement, mais rien ne se fera contre Total, rien ne se fera contre Renault, rien ne se fera contre Areva. Enfin, voilà, le pays, il est quand même gouverné avec des lobbies très puissants. Et François Hollande a complètement, enfin, il a une responsabilité, enfin, sa politique a une responsabilité. Déstructurer l'idéal de gauche, quoi. C'est-à-dire que plus personne veut s'incarner dans ces dimensions. On voit bien le score d'Anne Hidalgo, le score. C'est-à-dire que les gens, il ne faut plus leur parler de ce parti socialiste, etc., qui a une histoire dans la France, hein, mais qui est reconnu par les gens comme étant celui qui a massacré la gauche, qui a trahi. Et les gens le disent comme ça. Moi, voilà, je les connais, les socialistes idéalistes, ceux qui croient encore dans les valeurs de gauche, moi je les croise à l'Assemblée nationale. Il y en a encore quelques-uns, ils ne sont pas tous partis chez Macron. Nombreux quand même, à aller chez Macron. Et à dire encore qu'ils y sont allés pour qu'il reste des socialistes dans l'hémicycle. Je dis, attendez, vous allez dans le camp de la République En Marche et vous me dites que c'est pour qu'il y ait toujours des socialistes dans l'hémicycle. C'est pas très sérieux, c'est parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur costume. Mais non, ceux qui y restent sont costauds quand même. Et donc, voilà, il y a une gauche socialiste qui existe, qui porte des valeurs, avec qui on peut travailler sans problème. Moi, j'ai essayé de les rassembler au Havre, hein, à l'occasion des élections municipales. Je pense qu'il y a ceux qui sont partis des socialistes chez Édouard Philippe, donc comme quoi il y a toujours cette tendance à aller voir ailleurs, dans le monde qui brille. C'est difficile hein, d'être à gauche en ce moment, c'est difficile de porter les choses, parce que la pensée unique sur il n'y a pas le choix, les sociétés à dominante sociale, je veux dire comme ça, la société socialiste et tout ça, soit on nous les caricatures de dictature partout. Il y en a même aujourd'hui qui disent, la commission des affaires étrangères la semaine dernière, il y a un vice-président qui disait deux puissances communistes, et il citait la Russie et la Chine. Et la Russie, calmez-vous, il y a longtemps que le mur est tombé, 1990, et ils pensent toujours que c'est une puissance communiste. C'est-à-dire quand c'est quelque chose qui ne leur plaît pas ou quand c'est une dictature, par définition ce serait communiste. Enfin, il y a encore du travail à faire, et moi j'essaye d'expliquer, quand on voit la mairie de Gonfreville, la mairie d'Harfleur, enfin, les villes communistes, enfin, c'est loin d'être des dictatures, c'est loin de nier la présence des gens, de nier leur avis, c'est loin de ça. Donc, et Fabien Roussel défend ça. Et il montre que, et y compris il défend l'idée, qui a longtemps qui nous a collé à la peau, qu'on pourrait vouloir un parti unique. On n'en veut surtout pas. C'est-à-dire que les communistes français, les soviétiques, ils voulaient un parti unique. Les Chinois, ils veulent le parti unique, etc. Les communistes français ne veulent surtout pas de parti unique. Parce que, et on le voit avec la puissance de la République En Marche aujourd'hui, une force unique qui est majoritaire, toute seule, eh bien, ça a une dérive autoritaire. Tout le temps. Alors, c'est pas une dictature, hein, la France ne peut pas... Mais une dérive autoritaire, on peut tout se permettre. On a le pouvoir et on a besoin de personne pour l'exercer. Eh ben moi, je ne veux pas, et mon parti, aujourd'hui, n'est plus dans cette idée-là. Vous parlez justement de l'union de la gauche. Aujourd'hui, 66% des sympathisants de gauche souhaitent une union des candidats de gauche. Donc la primaire populaire organisée en janvier dernier avait pour but de désigner une candidature unique. Donc c'est Christiane Taubira qui a remporté cette investiture citoyenne et qui s'est déclarée candidate à la présidentielle. À l'heure de cette interview, on compte 5 candidatures d'envergure à gauche. Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Donc vous venez d'évoquer cette union. Pourquoi vous la désirez? Est-ce que vous pensez qu'elle est encore possible à quelques semaines du premier tour? Je pense que c'est, je vous ai dit, la politique, c'est pas de l'arithmétique. Et si vous rassemblez tout ce monde-là pour faire qu'un candidat, je sais pas, celui qui est en tête, c'est Jean-Luc Mélenchon.
eh bien, il y a plein d'électeurs d'Anne Hidalgo qui n'auront pas voté Jean-Luc Mélenchon, il y a plein d'électeurs de Jadot qui n'auront pas voté Jean-Luc Mélenchon, etc. Donc, à un moment donné, si vous dites on met qu'un candidat, ça ne veut pas dire qu'il fera beaucoup plus que ce qu'il est annoncé dans les sondages. Donc, c'est pas ça la réponse. Par contre, la réponse est... alors, moi, je ne mets pas Jadot, pourtant je suis écolo, mais des fois, il a des positions qui flirtent beaucoup avec le capital. Et moi, je considère que capitalisme et écologisme, ça ne marche pas ensemble. C'est incompatible, totalement incompatible. Donc, bon, voilà, je ne sens pas trop sur les idéaux de gauche, au sens où je les défends. Mais les autres, oui. Et Christiane Taubira, c'est quelqu'un que j'adore. Donc, j'ai pas de problème avec elle. Une fois, j'avais gardé ma signature de maire quand elle voulait être candidate, au cas où elle n'ait pas pu les avoir, pour dire, ben moi, là, je pourrais lui donner la mienne. Donc vous voyez, j'avais pas, dans le Parti communiste, c'était pas forcément bien accepté. Mais je trouvais que cette femme, elle incarne quelque chose. Elle incarne plus que la gauche même. La féminité, l'outre-mer, les cultures, le combat antiraciste. Enfin, elle incarne tout ça pour moi. C'est bien plus qu'une candidate à l'élection présidentielle. Je pense qu'elle devrait jouer un rôle plus important dans notre pays, pas forcément présidente de la République, mais en tout cas, si elle peut le devenir, tant mieux. Mais voilà. Moi, je pense que c'est bien que mon parti ait présenté un candidat, parce que c'est aussi une des questions. Parce qu'on voit trop d'abstention, dans notre espace politique, et on se dit qu'il faut qu'on porte une offre politique à gauche, et qu'il faudra, le moment venu, peut-être aux législatives, on est en train d'y travailler, c'est-à-dire que bon, les présidentielles c'est une chose, c'est autour d'une personne. Nous on fait de la politique, donc on préfère que les choses se fassent autour d'un programme, et pas d'une personne. Et aux législatives, et les législatives, ça peut être un moment particulier, parce que si jamais le président Macron est élu, comme il n'est pas très populaire, ça ne veut pas dire qu'il aura une majorité absolue aux législatives. Et qui sait, peut-être que la population se mobilisera pour un espace. Il y a la notion de cohabitation aussi qui peut exister, ça a déjà existé en France. Même si quand vous collez les législatives à la présidentielle, c'est moins faisable, moins possible. Mais on ne sait jamais. Et là, il faudra que les différents groupes de gauche et tous ceux qui auront d'abord pas se faire concurrence sur les circonscriptions, faire en sorte que cette union que vous voulez et que vous questionnez, qu'elle puisse s'incarner dans la non-concurrence dans les circonscriptions pour être sûr qu'il y ait un candidat de gauche qui soit élu dans toutes les circonscriptions où c'est possible, où la gauche est majoritaire, mais qu'on puisse passer au deuxième tour. Et déjà, si tout ça, ça se fait, et si au lieu de 15 députés du groupe communiste, 16 de la France insoumise et une trentaine des socialistes, on passe à 60 socialistes, 30 ou 40 insoumis et 30 ou 40 communistes, les lois ne seront pas les mêmes à l'Assemblée nationale. Et des choses se décideront autrement. Donc depuis bientôt 5 ans, Emmanuel Macron a été élu président de la République. Lors de son mandat, Emmanuel Macron a fait face à 2 crises majeures, celle des gilets jaunes et de la pandémie. Quel regard d'ensemble vous portez sur son quinquennat ? D'abord, il n'a pas fait que les crises, il a fait aussi il a fait des lois. Je vais venir aux crises après, mais il a fait quand même des lois qui donnent beaucoup plus d'argent aux plus riches, qui disent, et j'ai une journaliste que j'ai vue il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale qui venait questionner sur les députés justement et le regard de la population, qui s'appelle Élise Lucet, qui vise aussi à la loi sur le secret des affaires, qui fait que justement les journalistes ne peuvent plus enquêter comme ils le faisaient avant sur telle ou telle entreprise, son action et tout, sous prétexte qu'il ne faut pas dévoiler le secret des affaires. Et ça, c'est une loi scélérate. Enfin, moi, je la trouve insupportable, cette loi-là. Parce que justement, on ne peut plus aller chercher la vérité, quoi. Sous peine d'être condamné parce qu'on dévoile des choses sur la vie d'une entreprise, sur ses productions, sur la façon de produire les choses, etc. C'est pas acceptable. Et puis, il y a eu toutes les lois sur le droit à l'erreur. Allez, droit à l'erreur. Moi, si je fais quelque chose, vous allez voir que le droit à l'erreur, il va pas me concerner, parce que ça va être très politique, ça va taper. Mais les entreprises, s'ils oublient de déclarer des impôts, s'ils oublient de déclarer des travailleurs, légalement, etc., on considérera que c'est une erreur. Donc, ça, ce sont les lois d'Emmanuel Macron, et puis je rajouterai toutes les lois fiscales, cadeaux fiscaux aux entreprises, la suppression de l'impôt sur la grande fortune, et puis tous les accords qu'il y a eu autour de la fiscalité. Même si le combat contre l'évasion fiscale se mène, faiblement, moi je pense, parce qu'il y a encore le Luxembourg. On dit en Europe on est fleuron d'évasion fiscale, mais on ne dit rien au Luxembourg, qui est quand même un des paradis fiscaux européens.
Donc il y a tout ça, il a protégé tout ça. Alors après, il a eu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est une crise du peuple. C'est le peuple qui a dit, vous vous souvenez, hein, c'était l'augmentation importante du carburant, c'était ce moment-là, les Gilets jaunes. Les gens ont réagi, il y avait le pouvoir d'achat, il y avait ceux qui ne pouvaient plus travailler, il y avait tout le monde rural qui n'a pas de transport en commun digne de ce nom, de transport public peu cher, et qu'on dit, voilà, on ne peut pas supporter ça. Et puis on a découvert dans cette crise, et peut-être le président de la République l'a découvert, c'est que des gens qui étaient justement ceux qui à mon avis, s'isolait, considérant que l'espace politique ne leur offrait plus de réponse et qui ne pouvaient plus y arriver, qui avaient trouvé dans la lutte des Gilets jaunes le fait de retrouver une dignité, quoi, de se retrouver dans les ronds-points, d'exister, d'avoir une utilité pour l'avenir du pays. Et ces gens-là, je ne suis même pas sûr qu'ils aillent encore voter. Et pourtant, ils ont fait de la politique pendant des mois, parce que les Gilets jaunes, ils ont fait de la politique. Mais ils ne croient pas dans la réponse électorale, dans la réponse démocratique. Ils pensent, et ils sont encore là-dedans, et on le voit, les marches de la liberté, etc. On a encore tout un groupe de population qui considère que la réponse, ce sera la rue, et ce sera la révolte, et qui sont là-dedans. Alors, parfois, on les appelle des complotistes, on les appelle... voilà. Mais ça commence à s'ancrer, ça commence à se structurer, ça commence... Le président de la République, il faut qu'il entende ça. En tout cas, ceux qui gouvernent, il faut qu'ils entendent ça. S'il y a silence, s'il n'y a pas de réponse à ces questions-là, ça deviendra une révolte. Parce que c'est pas... Par exemple, qui s'est assez occupé des sujets sociaux, notamment par rapport aux jeunes, avec par exemple les repas du Crous à 1 €, le pass culture, le plan jeune, une solution. Ouais, il y a eu ça. Alors on dit que c'est bien. Moi, je pense que... Enfin, c'est quand même pendant cette période-là où les jeunes étudiants sont allés au Resto du Cœur, sont allés au Score Populaire. Il y a un sujet quand même, non ? Quand on est étudiant, alors en même temps, il ne pouvait pas y avoir les jobs d'étudiants, etc. Mais ça a montré la réalité de la vie des étudiants. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas bosser pour payer leurs études, ils sont au Resto du Cœur. Personne... Nous, on se bagarre pour qu'il y ait le RSA, enfin un revenu minimum étudiant jeune, moins de 25 ans. C'est-à-dire on a la majorité à 18 ans, mais on peut commencer à être soutenu par l'État à 25 ans. Et entre 18 et 25, vous faites quoi? Vous mourrez de faim ou vous êtes condamné à apprendre à aller dans les soupes populaires Mais c'est quoi? Il y a un trou, là. Et le gouvernement nous explique qu'on ne veut pas faire des jeunes des assistés. Maintenant, on va en faire des miséreux. Dès la majorité. Mais c'est pas acceptable. Les étudiants, ils ont été dans cette situation-là. Alors, certes, il y a eu des réponses, mais c'était justement les réponses qu'on ne veut pas. Les réponses qui consistent à les accompagner dans de l'assistanat plutôt qu'à défendre un droit et à porter un droit. Nous, on préfère porter un droit à un revenu minimum quand on est étudiant pour payer ses études, pour accompagner et pour vivre pendant ses études, plutôt que de dire vous aurez vos repas à 1 € pendant la période de crise, etc. Après, vous retournez bosser pour pas cher. Enfin, voilà. Est-ce que c'est bien que les étudiants travaillent pendant leurs études? Bah, moi, je dis non. Je trouve que c'est bien que les étudiants étudient pendant leurs études et qu'ils fassent du sport, parce que c'est le moment où ils sont en pleine jeunesse et tout ça, qui préservent leur santé, qu'ils étudient et tout. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Alors, vous êtes jeune, vous devez bosser, vous devez en même temps étudier, vous devez vous tirer sur votre corps, alors que normalement, vous devriez être en phase de le préserver pour justement vivre plus longtemps et tout. Il y a un problème sur cet âge-là. Et donc, nous, on fait des propositions, justement. Et quand on défend cette idée d'un revenu minimum pour les jeunes et pour les étudiants, mais c'est pas un revenu d'assistanat, c'est un dû, mais ça existe dans plein de pays nordiques. Hein. C'est pas une idée qu'on invente, nous, communistes français, c'est que dans le Nord, on considère qu'un jeune qui fait ses études, il doit faire ses études. Et on doit créer un environnement pour qu'il puisse ne se consacrer qu'à lui, pour être en situation de bien faire ses études et à ses études. L'année 2022 est une année très importante pour la France puisque c'est une année électorale. En avril, le prochain président ou la prochaine présidente de la République sera élu. Mais pour pouvoir se présenter à la course à l'Élysée, il faut recueillir 500 parrainages d'élus. En février, vous avez apporté votre parrainage à Fabien Roussel. Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime et membre du Parti communiste comme vous, a apporté son soutien à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous avez fait le choix de soutenir Fabien Roussel et non Jean-Luc Mélenchon ou bien encore Christiane Taubira? Bon, d'abord parce que je suis membre du Parti communiste.
et que mon parti a décidé démocratiquement de présenter un candidat, et que je respecte les orientations de mon parti. Moi, ce que j'aime dans le Parti communiste maintenant, c'est qu'on peut être en désaccord avec la ligne du parti et toujours être dans le parti, assumer des responsabilités, etc. Moi, je ne suis pas en accord avec tout. Et j'ai quand même été présenté à la députation, etc. J'ai connu, quand j'étais jeune, vous y avez fait référence tout à l'heure, un parti communiste qui dictait des règles, et que celui qui ne respectait pas, il pouvait risquer l'exclusion. Ça n'existe plus, ça, dans ce parti. C'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'il a progressé démocratiquement, moi je m'y sens hyper à l'aise. Eh bien voilà, moi je défends Fabien Roussel, parce que je pense que c'est bien que sa candidature existe dans l'espace politique. Sébastien Jumel a fait un autre choix. Marie-Georges Buffet a fait un choix encore plus particulier. C'est-à-dire qu'elle a donné sa signature à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle considérait qu'il fallait qu'il puisse être candidat, et qu'il ne fallait surtout pas que le manque de signature fasse qu'il ne puisse pas être candidat. C'est-à-dire les communistes ont été attentifs à ça aussi. Il y a pas de, faut intégrer ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on cherche pas à prendre des voix en fait à Jean-Luc Mélenchon. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le but, c'est d'offrir une offre supplémentaire, c'est-à-dire de gagner sur les abstentionnistes, de rassembler plus de monde. Et Marie-Georges a donné sa signature et elle soutient la campagne. Elle était au meeting de Fabien Roussel à Montreuil, elle fera d'autres meetings, etc. C'est-à-dire qu'elle soutient la campagne de son parti et de son candidat, Fabien Roussel. Donc, vous voyez, la notion de signature et la notion de quelle campagne, bon, Sébastien Jumel, il fait les deux, lui. C'est la signature et la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ça fait partie de cette particularité des communistes. Mais ça sent bon, la liberté, quand on a un espace comme ça. Alors, ça questionne politiquement, ça questionne nos adhérents, ça questionne les électeurs, ça questionne les citoyens. Bah, c'est bien, ça permet qu'on parle politique. Et c'est bien. Ça me va. Lors des dernières élections municipales, l'abstention a atteint quasiment 60%. Et pourtant, ce sont des élections où les citoyens se déplacent le plus pour aller voter. Plus globalement, on observe un désintérêt des Français pour la politique. À quoi est-il dû, selon vous? Bah, la succession de... Alors, les municipales, ça ne se comprend pas dans l'absolu. Mais je pense que les gens, dès qu'ils ont décidé, et les gens le disent, qu'ils décident de ne plus aller voter, c'est valable pour toutes les élections. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont décidé que ça ne servait plus à rien de voter, ils le disent comme ça. Ça ne sert plus à rien de voter. Et donc, que ce soit les présidentielles, les municipales, les cantonales, à toutes les élections, ils n'y vont plus. Il y a même des gens qui disent, moi je veux être abstentionniste, comme ça ils verront. Ils ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Et si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous n'êtes pas abstentionniste. Vous n'existez pas dans l'espace démocratique. Donc, vous n'êtes pas compté dans les abstentionnistes. Et alors que les gens, comme ça, ils pensent qu'ils sont comptés dedans. Et que c'est pour montrer un espèce de rébellion. Bon. Moi, je suis triste de ça, et c'est ça qui fait qu'on n'est pas loin, d'un moment donné, de la notion de révolte. C'est-à-dire que dès lors où l'espace démocratique n'est plus la réponse, et que les gens considèrent que c'est la violence, ça va être la rue, ça va être ça la réponse, bah il y a de quoi s'inquiéter. Et on le voit, quand il y a eu mes collègues députés de La République En Marche, j'ai pas voté avec eux le pass vaccinal. Ils ont voté en connaissance et en conviction. Ils ne méritent pas, même si ça ne plaît pas, le vote, mais ils ne méritent pas le déferlement de violence qu'ils ont subi, certains dans leur permanence, etc. Mais non, c'est plus un espace démocratique, si vous avez ça. Si vous ne pouvez plus, si un élu de la République ne peut plus voter en son âme et conscience, et doit, alors qu'il assume, qu'il explique, qu'il assume à l'occasion d'une élection, qu'il soit battu s'il ne correspond pas à l'aspiration du peuple, ça c'est l'espace démocratique, mais qu'il subisse des violences sur sa maison, sur sa famille, sur sa permanence, etc., non, c'est pas tolérable, c'est pas acceptable. 87% des 18-24 ans ne sont pas allés voter lors des dernières élections régionales et départementales, donc il s'agit d'une très forte abstention. Quel message vous souhaitez adresser à la jeunesse pour l'inciter à se rendre aux urnes en cette année électorale? Moi, je pense que la jeunesse, les jeunes, s'ils sont intéressés par ce qui va se discuter, par le débat politique, ils iront voter. Je trouve que moi, j'ai vécu une jeunesse où il y avait des débats extraordinaires. J'ai souvenir d'un marché Fourcade, si vous regardez sur les images de l'INA, où Marchais expliquait au ministre de l'économie la crise pétrolière. Moi, j'étais devant ma télé, j'étais tout jeune, mais c'était une leçon d'économie extraordinaire.
Et il y avait des vrais débats comme ça. Et aujourd'hui, on a des débats où la star, c'est le journaliste, quoi. C'est pas les hommes politiques qui débattent, ce sont les médias qui les interviewent et qui par la façon d'interviewer, orientent en plus. C'est pour ça que les hommes politiques et les femmes politiques, parfois, sont agressifs vis-à-vis des médias, parce que ça se voit qu'il y a une orientation, il y a un choix, déjà, des commentateurs et des intervieweurs. Donc, je pense que si on parle du climat, si on parle de la mutation de l'économie, la transition écologique de l'économie, moi, si on pose les vraies questions, mais alors, pour le coup, c'est des sujets tabous, parce que moi, j'essaie de les poser à l'échelle de l'agglo, et c'est compliqué. On a une agglomération au Havre où vous avez une raffinerie, des usines pétrochimiques, des usines d'additifs pour mettre dans les carburants, dans l'essence, etc. Tout ça, c'est l'économie de la zone industrielle. Plus Renault, plus Hercel qui travaille sur les avions et sur les moteurs d'avion et les nacelles, que des sujets qui font l'objet de débats et de questionnements dans la transition écologique de l'économie, sur les questions du climat, l'aviation, l'automobile, le carburant. Et ici, vous cherchez un espace de débat riche, où on peut enrichir les choses, où des chercheurs s'en mêlent, etc. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire que l'avenir, on sait quasiment comment il va s'écrire, avec des fermetures, des réductions, et il n'y a personne qui travaille. Moi, je le réclame à Édouard Philippe, mais depuis des années, je lui dis qu'il faut. Je suis allé discuter avec les patrons ici. Il faut créer cet espace de recherche, de débat. C'est réservé, et c'est la philosophie d'Édouard Philippe. C'est les entreprises savent ce qu'elles ont à faire. Mais le peuple. Il n'a pas son mot à dire, il ne peut pas amener, il ne peut pas alimenter cette réflexion des entreprises. On laisse ça, c'est le marché, c'est comme ça, hein. C'est le marché qui décide. Quand je vous dis que c'est la grande finance qui gouverne, eh ben c'est le marché qui décide comment vont muter les entreprises ou pas, ou disparaître, etc. Moi, je ne veux pas de ça, je veux que ce soit la population. Ben, le jour où on rentrera dans un espace comme ça, où la population aura un rôle à jouer dans l'avenir, ben, vous allez voir que les jeunes pour qui l'avenir a de l'importance se sentiront concernés sur cet avenir. Et vous allez voir que vous allez avoir envie de voter. Merci après. beaucoup d'avoir accepté de rien. Merci à vous.